pour illustrer ce documentaire exceptionnel, pas moins de 1200 clichés issus des archives allemandes et américaines, ainsi que plusieurs objets et photographies provenant de collections privées. Depuis les années 1850, c'est-à-dire à peine 16 ans après l'invention de la photographie, on dispose de photos des différents conflits de l'époque. Il en a été naturellement de même pour les deux guerres. Durant la Seconde Guerre mondiale, les photos prises par les deux camps avaient plusieurs fonctions. Elles permettaient d'informer le public, grâce à la presse, d'informer les dirigeants des avancées sur les fronts, mais également de garder une trace historique du conflit. Du côté allemand, les photos avaient une fonction supplémentaire, celle d'alimenter la propagande nazie au sein de la population. En plus de ces documents historiques inédits, cette réalisation n'aurait pas été possible sans la participation de témoins de cette époque, que je remercie. Voilà, je m'appelle Isidore Ponsard, né en 1932. À 8 ans, j'avais la guerre, déclaration de guerre. Mon père est parti prisonnier 5 ans, je l'ai revu en 1945. Et pendant la guerre, j'ai eu assez peur de certaines choses que je vais vous raconter. En 1943, donc j'avais 13 ans, donc je suis né le 6 juin 1932, je vais répéter la même chose. Le jour, la date de débarquement, la date de naissance d'Albert II. Oui, parce que malgré tout, on se rendait compte, malgré le jeune âge, que c'était pas la rigolade, cette histoire-là. D'entendre les parents parler, de voir le dégât des bombes, ça marquait quand même. Hein. Voilà, il y a bien longtemps, certaines choses se sont passées. J'ai été témoin de certains événements, mais ça ne veut certainement pas dire, je ne prétends surtout pas, que ces événements-là se sont passés de cette manière. C'est uniquement le souvenir que j'en ai, moi, aujourd'hui, après 75-80 ans, quoi. Voilà, c'est une précision que je voulais faire dès le début. Oui, ça c'était... Et là, c'était vraiment tout le village qui était... oui, qui encaissait et mal. Et moi, en 42, ben, j'ai l'âge que j'ai, c'est en 43. Je comprends pas bien. En 45, moi, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans, ouais. En 45, ben, j'avais 15 ans. 14 ans. Mais je suis née le 16 mai 33. 45, 12 ans. J'avais 7 ans, hein. J'ai eu 7 ans là dans les wagons bestiaux, moi. On était 72 dans le wagon, il y avait une dame qui attendait famille et une femme mourante qui, je crois, qui est morte même dans le train. Et tous les bagages dans le wagon. Mon Dieu. Ça, je me souviens. Oh là 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 là. En 1945, j'allais avoir 8 ans. La guerre, les privations, les peurs, parce que tout ça, on évite d'en parler parce que ce sont des mauvais souvenirs, mais dans le bon fond, la guerre, c'est ça, c'est la peur, les privations, être privé des gens qu'on aurait dû aimer et qu'on n'a pas connus. En 1945, je suis né en 1932, donc j'avais 13 ans. Le grand souvenir que j'ai, ce sont tous les avions qui passaient la nuit. Qu'à un moment, on nous éveillait pour aller se camoufler à la cave. Et ça durait des fois des heures. On est arrêté à un endroit où il y avait tout un attroupement de gens et c'est probablement là qu'à un moment, on nous a perdu de vue, quoi. Plus heureux qu'on a été, c'est quand la guerre a été finie. 4 ans. C'est une période un peu creuse, entre 3 ans et 5 ans, suite à l'accident que nous avons eu. Et j'ai seulement repris
je vais dire, le contact avec la vie normale à partir de l'âge de 5 ans. Là maintenant, je commence et j'ai commencé là à revenir à la normale. Les souvenirs à partir de 5 ans, là tout est resté gravé dans ma tête parce que la période a été très dure de mon enfance. Mais nous, maison, on ne peut rien, donc on a été obligé de liquider. Et là, c'est très... Je m'excuse. La plus grande tragédie du siècle dernier a déchaîné la violence à travers le monde. La barbarie nazie à l'ouest, la frénésie japonaise à l'est. L'équivalent de 8 fois la population belge a disparu de la surface de la Terre. Pour comprendre les origines de la guerre et pourquoi, dans ce contexte, on observe à l'instant le décollage d'une fusée moderne, il faut marquer une pause et opérer un retour en arrière. Faisons un plongeon dans le passé pour revenir à une date qui a changé le cours de l'histoire. « 1914 ». Le 28 juin, pour être précis. Un jeune nationaliste serbe de 23 ans, Gavrilo Princip, commet un assassinat pour des raisons politiques en Autriche-Hongrie, dans la capitale Sarajevo. Il tue le futur roi du pays, le prince François Ferdinand et sa femme. On les aperçoit ici, à droite, 5 minutes avant le drame. Par conséquent, l'Autriche-Hongrie lance un ultimatum à la Serbie, son voisin, qui le refuse. Elle déclare donc la guerre à la Serbie. Pour l'anecdote, cet ultimatum avait été rédigé pour que la Serbie le refuse. En réalité, il subsistait depuis plusieurs années des tensions dans la région et il ne manquait qu'un prétexte pour que la guerre éclate. Très brièvement, ce qu'il faut retenir comme point commun entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'importance des alliances. Ce sont des accords d'entraide signés entre pays. L'Autriche avait pour allié l'Allemagne, avec laquelle elle a rédigé l'ultimatum, et l'Empire ottoman, l'actuelle Turquie, qui entre donc à leur tour dans le conflit. La Serbie se défend, avec comme alliés la France, l'Angleterre et la Russie dans un premier temps, puis les États-Unis et bien d'autres nations qui se joignent à la bataille. La réaction en chaîne commence. Bientôt, toute la planète s'embrase car ces empires disposent de nombreuses colonies à l'étranger qui, elles aussi, entrent en guerre. La Grande Guerre est avant tout une guerre de tranchées. Les troupes sont peu mobiles, elles campent à l'abri et attendent le bon moment pour mener l'assaut. Les armées sont peu motorisées, elles utilisent encore beaucoup les chevaux. Des chars rudimentaires assistent l'infanterie. L'armée emploie du gaz moutarde, un gaz très irritant pour la peau et qui crée des cloches. Le bilan est très lourd, estimé à 18 600 000 morts. Au terme de la guerre, 4 empires se sont écroulés. L'empire austro-hongrois, à l'origine de la guerre, l'empire russe, l'empire ottoman et l'empire allemand, ce qui transforme profondément la carte de l'Europe. L'armistice est signé le 11 novembre dans le wagon de l'armistice, mais il s'agit en réalité d'une trêve prévue pour durer 33 jours et qui sera renouvelée. La Première Guerre mondiale prend véritablement fin lors de la signature du traité de paix de Versailles le 28 juin 1919. Le paysage de l'Europe évolue. L'Autriche-Hongrie est démantelée. L'Autriche voit le jour ainsi que la Hongrie et divers pays limitrophes. L'Allemagne restitue l'Alsace et la Lorraine à la France et cède un autre territoire permettant de ce fait la création de la Pologne. Le traité de Versailles, complété par la suite par 4 traités secondaires, vise à contraindre l'Allemagne à dédommager les puissances victorieuses.
de fortes sanctions économiques sont imposées au peuple allemand. L'armée allemande est limitée à 100 000 hommes. Elle doit livrer toute sa flotte armée, qui se sabordera pour éviter la chose, doit donner 5 000 canons, 25 000 avions, l'ensemble de ses blindés car selon le traité, elle n'a plus le droit d'en avoir. L'Allemagne, tenue responsable de la Première Guerre mondiale, doit également dédommager les Alliés. L'équivalent de 132 milliards en 1914, ce qui équivaudrait aujourd'hui à 1420 milliards d'euros. Elle doit céder ses brevets. Par exemple, l'aspirine de la société allemande Bayer tombe dans le domaine public. La rancœur est palpable au sein de la population. L'Allemagne s'incline face au reste du monde et la population allemande se sent humiliée. Ouvrons une parenthèse nécessaire. Le 20 avril 1889, un couple d'Autrichiens donne naissance à un petit garçon, un certain Adolphe. Celui-ci a une bonne scolarité, joue aux cow-boys et aux indiens avec les enfants de son village, aime déjà que ses camarades de jeu suivent ses ordres, il est enfant de cœur à l'église. Il aime également que ses affaires soient bien rangées sur son pupitre d'écolier. Le père de Hitler veut qu'il devienne fonctionnaire. Adolphe, lui, veut devenir artiste peintre. C'est la guerre entre le père et le fils. À 19 ans, il présente le concours aux Beaux-Arts de Vienne, par 2 fois, mais son travail est jugé insuffisant. Il dira « J'étais si persuadé du succès que l'annonce de mon échec me frappa comme un coup de foudre dans un ciel clair. Il vit de petits métiers, est expulsé de son logement faute d'argent, et selon les archives de la police, il fera un passage dans un foyer pour hommes. Il achète du matériel pour peindre et vend des cartes postales dans la rue. En 1914, la guerre éclate. Hitler, qui était parvenu à échapper au service militaire obligatoire, s'enrôle dans l'armée. Il participe et survit à la bataille d'Ypres. Il aide le commandant à revenir au camp. Il recevra la croix de fer en reconnaissance de son acte. Croix de fer qu'il utilisera par la suite comme symbole. La croix de fer, appelée également croix pâtée, était déjà utilisée depuis plusieurs décennies par l'Allemagne et est d'ailleurs inspirée par la croix des chevaliers templiers. C'est le signe préféré de Hitler et il l'utilisera comme outil de propagande. Elle servira d'emblème pour orner entre autres ses avions et ses chars. Durant la Grande Guerre, on le nomme estafette. Il va chercher les ordres des officiers pour les amener au bataillon. Il fume peu, ne boit pas et ne fréquente pas les bordels. Il reste à l'écart des autres du groupe. Il lit, réfléchit, s'instruit. Il a donc participé à la Première Guerre mondiale. Il s'y est montré courageux, blessé une première fois à la cuisse par un obus, puis rendu presque aveugle par du gaz moutarde. Mais son rôle d'estafette ne l'a pas exposé aux batailles, comme il l'a longtemps affirmé dans ses discours publics. En effet, il évolue plusieurs kilomètres derrière les lignes de front et en profite pour peindre le paysage de la campagne française. 1918. L'Allemagne perd la guerre. Elle n'est plus un empire, mais une république, qu'on nomme République de Weimar, et ce jusqu'en 1933. Ce changement dans le paysage politique allemand n'est pas toléré par Hitler. C'est à partir de ce moment qu'il décide de faire de la politique. Ici, on peut lire sa carte de membre au Parti des travailleurs. Il prend de plus en plus d'importance dans le parti, car il est un bon orateur, il sait galvaniser son public. Il ne fait pas l'unanimité, mais il est un atout pour le mouvement politique à tel point qu'il en demande la présidence. On l'aperçoit ici en propagande avec ses partisans. Le traité de Versailles est ressenti comme une humiliation par les Allemands, qui vivent une grande crise économique. Ils cherchent donc des coupables. Hitler est convaincu que l'Allemagne n'a pas perdu la guerre militairement, mais par un ennemi à l'intérieur du pays. Plus tard, il change le nom du parti et opte pour le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, abrégé NSDAP, ou plus connu sous le nom de Parti nazi, et opte dès 1920 pour un emblème reconnaissable entre tous, la croix gammée. Elle est inspirée de la traditionnelle svastika indienne. Elle représente dans l'hindouisme le dieu Ganesh, dieu de la sagesse et de la connaissance. Symbole datant du néolithique, que l'on rencontre déjà au IIe siècle, ce symbole est également présent chez les bouddhistes et dans bon nombre de pays d'Asie. Considéré comme symbole universel,
une symbolique positive à l'opposé de celle connue en Europe. Hitler s'est réapproprié ce symbole très ancien pour l'assimiler au peuple arien, souhaitant donner du crédit à sa théorie selon laquelle les peuples nordiques, grands, blonds, aux yeux bleus, sont supérieurs aux autres et montrer son caractère ancien. Le blanc du drapeau représente le nationalisme, le rouge le socialisme et la croix gammée la race aryenne. En 1923, Hitler tente un coup d'État. L'événement est mal préparé, Hitler est blessé, 16 de ses partisans trouvent la mort. On l'aperçoit ici avec les protagonistes. Hitler est emprisonné pour 5 ans, mais purge réellement 9 mois avant d'être libéré. Son parti est interdit en Allemagne. Parmi les instigateurs de ce putsch manqué, on retrouve quelques noms connus de la future dictature. Heinrich Himmler, futur chef de la SS, considéré comme le plus grand meurtrier du siècle, et Hermann Göring, membre important du Troisième Reich pour ne citer que. Durant son emprisonnement, Hitler rédige son livre Mein Kampf, Mon combat. Celui-ci contient toute son idéologie nazie. Hitler y développe sa vision du monde sans rien cacher sur ses intentions. Il servira de base à sa politique et d'outil de propagande, comme on peut le voir ici, où le livre est offert à des jeunes mariés. Dans les années qui suivirent, après plusieurs campagnes électorales au cours desquelles le parti nazi gagne de plus en plus de voix, Adolf Hitler est nommé chancelier de la République de Weimar. Il a réussi son objectif, être élu démocratiquement. Il n'a pas gagné le pouvoir par la force. On peut l'apercevoir ici, lorsque le président du Reich, Paul von Hindenburg, le nomme chancelier. 2 jours après ce cliché, Hitler s'octroie, via une loi, les pleins pouvoirs sur l'Allemagne. Les années 1933 et 1934 servent à détruire les bases de la démocratie. En 1933, à Berlin, a lieu le premier autodafé. Hitler lance une action contre l'esprit non-allemand. Les citoyens brûlent la littérature juive, pacifique, ou qui n'adhère pas de près ou de loin à l'idéologie nazie. Heinrich Heine, un écrivain allemand, observa la scène et dira « Là où on brûle des livres, on finit aussi par brûler des hommes ». Hitler fait voter une loi de stérilisation forcée dès 1933. Sont concernées les personnes déficientes mentales, physiques, les porteurs de maladies héréditaires telles que l'épilepsie, surdité, cécité. Les alcooliques sévères sont également visés. Par la suite, lors de l'opération secrète Action Tevir, les Allemands exécuteront par injection mortelle ou par gazage les personnes handicapées physiques et mentales, et ce dès 1940, car jugés incurables, ils prennent de la place dans les hôpitaux, ils nécessitent de la nourriture et du matériel, ils coûtent cher. Or, le Reich est en guerre et a besoin d'économiser ses ressources. Hitler écrira dans son livre Mein Kampf « Si l'Allemagne devait avoir 1 million d'enfants par an et se défaire de 700 ou 800 000 les plus faibles d'entre eux, il en résulterait peut-être, finalement, un accroissement général de notre force. » La propagande bat son plein, notamment avec cette affiche. Ce malade mental coûte annuellement 2000 marks à l'État. La propagande se propage jusque dans les manuels scolaires. La construction d'un asile d'aliénés coûte 6 millions de marks. Combien de nouvelles habitations à 15 000 marks pourrait-on construire avec cette somme? C'est également en 1933 que le camp de concentration de Dachau ouvre ses portes. Le premier du régime nazi. Dachau est situé sur un ancien site de fabrique à munitions d'une centaine d'hectares. Il ouvre ses portes le 20 mars et accueille dès le lendemain ses premiers prisonniers, sous la houlette de Heinrich Himmler, chef suprême de la police allemande. Il restera en service jusqu'à l'arrivée des troupes américaines en 1945. On peut observer ici Himmler en visite dans le camp. Il sert dans un premier temps à enfermer les opposants politiques de Hitler, puis des prisonniers de guerre soviétiques, femmes, enfants, tziganes, homosexuels. Voici quelques clichés pris de nos jours. Le camp est gigantesque. Il ne reste que les fondations des baraquements en bois, les clôtures et les miradors. La fonction du camp évoluera rapidement pour passer d'un camp de concentration à un camp d'extermination avec l'installation d'une chambre à gaz et de fours crématoires. Ici, le crématorium, la porte menant accès à la chambre à gaz avec l'inscription « bain-douche », la chambre à gaz,
et les fours. Dachau fera 31 951 morts. La même année, Hermann Göring crée la Gestapo, la police secrète d'État, à ne pas confondre avec la SA, section d'assaut, que Göring considérait comme une rivale. La Gestapo évolue sans cadre légal et ce jusqu'à la création d'un décret de 1934 qui régulera partiellement ses activités. La Gestapo peut emprisonner ou interner dans des camps, sans procès, toute personne dont elle estime les intentions contraires à la politique allemande. La Gestapo espionne, déporte, massacre et exécute. La Gestapo a la tâche de rechercher toutes les intentions qui mettent l'État en danger et de lutter contre elles, de rassembler et d'exploiter le résultat des enquêtes, d'informer le gouvernement, de tenir les autorités au courant des constatations importantes pour elles et de leur fournir des impulsions. Toujours en 1933, débutent les actes antisémites qui seront perpétrés tout au long de la guerre. L'antisémitisme, c'est le racisme porté sur les Juifs, comportant humiliation, violence, restriction, discrimination au niveau des commerces, incitation au meurtre, propagande sur l'infériorité des Juifs par rapport aux Allemands, avec par exemple cette affiche de 1935. À partir du 1er septembre 1941, ils ont l'obligation du port de l'étoile jaune, qui devra être portée par toute personne juive à partir de 6 ans dans les lieux publics. Son origine et sa couleur remontent au Moyen-Âge. Elle est inspirée de la rouelle, qui était déjà à l'époque apposée sur les vêtements des personnes juives en guise de signe distinctif. Elle était de forme circulaire et représentait soit les deniers que Judas avait reçus en récompense de sa trahison envers Jésus, ou encore l'hostie, qui n'est pas utilisée par les Juifs lors de leur cérémonie. En plus de l'étoile jaune réservée aux Juifs, les Allemands instaurent dans les camps de concentration un système de marquage complémentaire afin d'identifier facilement les prisonniers et la cause de leur emprisonnement, qu'ils soient homosexuels triangle rose, prisonniers politiques triangle rouge, ou encore criminels de droit commun triangle vert. Tous ont une pièce d'étoffe spécifique avec parfois une mort adaptée au sigle qu'ils portent. Voici le système utilisé, par exemple, dans le camp de Dachau. Pour résumer brièvement, le racisme antisémite provient d'anciens préjugés entretenus au fil des siècles en Europe, mais qui se cristallisent après la défaite de l'Allemagne en 1918. En effet, la population allemande, tout comme Hitler, est persuadée que l'Allemagne n'a pas perdu la guerre sur le champ de bataille, mais à cause de certains pouvoirs civils à l'arrière du front. C'est la théorie du coup de poignard dans le dos qui sera entretenue et utilisée par le parti nazi pour accabler les populations juives en Allemagne. Les persécutions visent dans un premier temps à faire partir les Juifs du pays, mais à mesure que l'Allemagne conquiert d'autres territoires, elle doit faire face à une population juive de plus en plus conséquente. De plus, dès 1930, la France, l'Angleterre et les États-Unis, ainsi que bon nombre de pays d'Europe, ferment leurs frontières aux immigrés juifs et, le cas échéant, les renvoient dans leur pays. Ils n'ont donc nulle part où aller. Les Allemands recherchent donc une autre solution pour se débarrasser des Juifs. Les nazis appellent cette opération la solution finale. L'extermination des Juifs est appelée la Shoah, ou encore l'Holocauste. Elle a pour but de régler ce qu'ils désignent comme la question juive, c'est-à-dire la capacité qu'ont les Juifs à s'intégrer en Europe occidentale. Hitler prône l'hygiène raciale allemande par le biais de la race aryenne, et cela passe par la suppression des êtres jugés indésirables au sein du peuple. Les Juifs ne sont plus considérés comme des êtres humains, ils sont déshumanisés, leurs noms, leurs origines sont remplacés par un numéro. Les Juifs arrivent en train dans les camps de concentration, sont triés sur le quai de la gare, ceux en bonne santé sont épargnés car utiles au travail forcé dans les camps, les autres sont envoyés directement dans les chambres à gaz aménagées en douche pour ne pas éveiller les soupçons.
Dans certains camps, notamment à Auschwitz, les Allemands se livrent à des expérimentations. C'est le cas du docteur Klauberg, qui dispose d'un bloc médical dans lequel il teste plusieurs moyens de stériliser en masse les femmes juives. En 1943, il se vante de pouvoir stériliser 1000 femmes par jour. Avec l'aval de Himmler, il poursuit plusieurs projets en injectant, entre autres, des produits corrosifs ou de l'acide dans l'utérus de femmes. Il procède parfois à l'ablation des ovaires ou d'autres organes. Ces Kobe finissent tous par être envoyés dans les chambres à gaz ou à mourir dans les heures qui suivent les expérimentations, souvent d'un arrêt cardiaque causé par les douleurs insoutenables. Certains médecins essayent de stériliser leurs victimes avec des rayons X. D'autres étudient les effets de la faim sur le métabolisme, exposent des juifs à des maladies telles que la malaria, brûlent des patients pour en observer les brûlures, réalisent des observations sur des plaies restées ouvertes. Dans les années 1990, un rapport d'analyse conclut que, outre l'aspect violent et inhumain des expériences, l'ensemble des travaux n'avait aucune crédibilité scientifique, faute de protocole clair. Il n'existe pas de chiffres exacts quant au nombre de victimes. Avant l'arrivée des Alliés, les Allemands suppriment les preuves du génocide, font évacuer les camps et partent avec ceux qui ont encore la force de marcher. Les autres sont abattus. Les prisonniers partent, parfois au pas de course, dans ce qu'on appellera les marches de la mort. Ceux qui faiblissent en chemin sont fusillés dans le fossé sur le bord de la route. Les détenus des camps sont libérés par les Soviétiques et les Américains à la toute fin de la guerre. Pourtant, les historiens sont formels. Dès 1941, les services de renseignement obtiennent des indices sur les atrocités qui se déroulent en Europe de l'Est. Ils parviennent à décrypter les transmissions nazies. Des prisonniers évadés d'Auschwitz mettent par écrit ce qu'ils ont vu et vécu. Alors que la déportation et le massacre des Juifs continuent, Américains et Britanniques se renvoient le dossier durant tout l'été 1944, argumentant que le sauvetage des Juifs n'avait jamais été en soi un but de guerre. Les Alliés obligeront les populations environnantes à venir constater l'horreur du génocide. Ils découvrent également des objets fabriqués à partir de corps de prisonniers. Abat-jour prétendument en peau humaine, tête réduite, collection de tatouages prélevés sur les corps. Après la guerre, le Pentagone fit des tests sur ses propres soldats dans les chambres à gaz. Ils ont réalisé des expériences avec différents types de gaz, dont du gaz moutarde, sur des soldats noirs ou portoricains, afin d'évaluer si leur couleur de peau leur permettait de mieux résister. L'un d'eux raconte « On avait l'impression d'être en feu. Les gars ont commencé à crier et à hurler et ont essayé de sortir. Certains se sont évanouis. Finalement, quand on nous a ouvert la porte et laissé sortir, les types étaient mal en point. J'ai eu la peau des mains arrachée. Elles étaient comme pourries. » L'armée américaine fit des expériences sur quelques 60 000 de leurs soldats. En 1934, entre le 29 et le 30 juin, a lieu la Nuit des longs couteaux. Il s'agit pour le parti nazi d'assassiner ses opposants politiques, y compris ceux au sein même du parti. Les assassinats sont perpétrés dans toute l'Allemagne, mais plus particulièrement à Munich. Cette purge politique a été bien perçue par le peuple allemand et les dirigeants qui voient en Hitler un protecteur du peuple. Accomplir son devoir et aligner au mur les camarades qui avaient fauté et les fusiller, chacun en frémissait, et pourtant, chacun savait avec certitude qu'il le referait la prochaine fois qu'on lui ordonnerait et quand ce serait nécessaire. Hitler fait exécuter Ernest Röhm, ici à droite sur la photo, pourtant participant actif au régime. Il avait créé la SA pour section d'assaut, qui permit à Hitler d'accéder au pouvoir. Après la Nuit des longs couteaux, la SA ne jouera plus de rôle politique. Une section en émana cependant, les SS, les escadrons de protection, gérés par Himmler. Initialement créé en 1925 pour protéger le Führer et qui deviendra une branche indépendante de la Wehrmacht, l'armée allemande. Les SS sont les acteurs principaux de la solution finale, l'extermination des Juifs par des unités mobiles ou par l'intermédiaire des camps de concentration. Le fournisseur des uniformes des militaires du Troisième Reich n'est autre que Hugo Boss. Hitler s'inspirera des uniformes de l'armée italienne de Mussolini ainsi que du salut fasciste de celui-ci pour instaurer le salut nazi, accompagné du tristement célèbre « Heil Hitler », « Salut à Hitler ». Parmi les entreprises célèbres à avoir contribué à financer le nazisme, on peut citer Henry Ford. À chaque anniversaire du Führer,
Il offrait 50 000 $, une somme conséquente pour l'époque, ainsi qu'une partie de ses bénéfices. C'est également le cas du français Louis Renault, fondateur de la marque aux losanges, qui par ailleurs fabriquait des chars pour l'armée durant la Première Guerre mondiale, ainsi que Ferdinand Porsche, qui conçut, à la demande directe de Hitler, une voiture pour le peuple, une certaine Volkswagen. En effet, Hitler souhaite que chaque citoyen puisse se procurer une voiture pour l'utiliser sur le réseau routier fraîchement aménagé, mais désert. BMW emploiera également 50 000 travailleurs forcés, parfois jusqu'à la mort. Son logo, souvent associé à une hélice blanche tournant dans un ciel bleu, provient en réalité d'une référence à l'État libre de Bavière. C'est à partir de 1929 que BMW utilisera la référence de l'hélice pour promouvoir la fabrication de ses moteurs d'avion. La société Mercedes fournira les voitures de luxe aux dirigeants du Reich. Le modèle 770K a été fabriqué à seulement 88 exemplaires, pesait 5 tonnes et était propulsé par un 8 cylindres de 7,7 litres. Elle consommait 60 litres au 100. La voiture officielle de Hitler existe encore et a été vendue aux enchères 6 millions €. IG Farben est également tristement connue. Elle regroupe un ensemble de structures plus petites, dont un certain Bayer. IG Farben fournira le Zyklon B qui servira à l'extermination des Juifs dans les chambres à gaz. Elle réalisait également des expériences sur les femmes d'Auschwitz et emploiera de la main-d'œuvre forcée. Siemens emploiera également de la main-d'œuvre dans le camp d'Auschwitz. La filiale allemande de la société américaine IBM fournira le matériel de calcul nécessaire aux Allemands pour tenir les comptes du nombre de prisonniers dans les camps et ghettos. Le tatouage sur le bras des détenus d'Auschwitz correspond par ailleurs au numéro d'identification dans le système de calcul des machines d'IBM. Après la nuit des longs couteaux, la dictature est installée. Hitler veut redonner sa gloire à l'Allemagne et effacer l'affront de la capitulation de 1918. Il rompt le traité de Versailles et renomme l'armée allemande la Wehrmacht, une armée qu'il équipe, développe et entraîne. En 1938, l'Allemagne annexe le pays voisin, l'Autriche, dans l'indifférence générale. L'Autriche étant majoritairement peuplée de gens parlant l'allemand, il ne s'y oppose pas. Ensuite, Hitler s'empare des Sudètes, région appartenant à la Tchécoslovaquie. Il en profite pour s'accaparer les usines sidérurgiques et les mines afin de faciliter le réarmement de l'Allemagne. En réalité, la crise des Sudètes est plus complexe que cela. Y participent la Pologne, qui annexe une partie, la Hongrie occupe le sud, une autre est rendue autonome. Ces décisions sont ratifiées grâce aux accords de Munich. Hitler argumente l'annexion par le fait que bon nombre de régions frontalières avec l'Allemagne sont peuplées par des Allemands, les Allemands des Sudètes. Il obtient gain de cause. Les accords sont ratifiés par la France, l'Angleterre et l'Italie. Le président de la Tchécoslovaquie, dont le pays vient de perdre son indépendance, n'est pas convié à la réunion. Hitler promet qu'après l'annexion des Sudètes, la paix régnera 1000 ans en Europe. Au final, l'Allemagne s'emparera quand même de la totalité du territoire. Toujours en 1938, se déroule la nuit de Cristal, dans la nuit du 9 au 10 novembre. Un pogrom incité par le parti nazi. Un pogrom est une émeute dirigée vers une ethnie particulière, dans le cas présent, les Juifs, suivie de pillages et de destruction. Près de 200 synagogues et de lieux de culte seront détruits. Une centaine de Juifs furent assassinés. Ces manifestations antisémites ont pour but de pousser les Juifs à émigrer hors de l'Allemagne. Depuis 1933, les actes antisémites sont nombreux en Allemagne. La nuit de Cristal fera une centaine de tués et 2000 déportés, notamment vers Dachau. Cet événement, qui s'est déroulé partout en Allemagne, a révélé également l'indifférence des autres nations face aux violences faites à l'encontre des Juifs. L'Allemagne ne sera pas inquiétée pour ces exactions. Le 1er septembre 1939 marque un nouveau tournant pour l'Allemagne. En effet, Hitler décide d'annexer la Pologne. Hitler signe dans le secret un pacte de non-agression avec l'Union soviétique. Celle-ci l'aide à prendre position en Pologne et les deux nations se partagent ce nouveau territoire. L'Allemagne conquiert la Pologne très rapidement, grâce à une stratégie militaire totalement différente de ce qui était employé durant la Première Guerre mondiale. En effet, en 1914-1918, le conflit demeurait majoritairement statique, avec des maintiens de position et de longues attentes dans les tranchées. En 1939,
la Wehrmacht innove en usant de rapidité et de brutalité. Elle emploie la technique du Blitzkrieg, un usage massif et rapide d'infanterie assistée par des chars et par la Luftwaffe, l'armée de l'air. Time Magazine, en 1939, décrira « Ce n'est pas une guerre d'occupation, mais une guerre de pénétration rapide et de destruction. Le Blitzkrieg, la guerre éclair. » En parallèle aux lignes de front qui occupent la Wehrmacht, une autre unité d'intervention sévit, les Einsatzgruppen, et ce dès le Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche. C'est une parenthèse obligatoire car ces groupes d'intervention, c'est leur traduction, ont commis énormément de massacres sur le front de l'Est, mais plus tard, leurs techniques ont également été employées à l'Ouest, en France, à Oradour-sur-Glane, où des divisions SS utilisèrent les mêmes techniques et la même sauvagerie. Le massacre des villageois fera 642 victimes. Il s'agit du plus grand massacre perpétré en France. Ici, à l'Est, un jeune adolescent amené face à sa famille exécutée. Le militaire derrière lui va l'abattre quelques instants après la saisie de cette photo. Entre 1940 et 1944, les Einsatzgruppen assassinèrent plus de 1,5 million de personnes, essentiellement des juifs. À titre de comparaison, c'est l'équivalent de toute la population bruxelloise. Les opérations commençaient dans la nuit, aux toutes premières heures du matin. Si le nombre de victimes était de, mettons, 200, tout était terminé pour le petit déjeuner. À d'autres occasions, ils travaillaient jusqu'à midi, et plus tard. À la fin de l'opération, et parfois pendant, du schnapps et des zakouskis étaient servis. Les membres du peloton étaient toujours récompensés par de l'alcool, sur place, mais ceux qui montaient la garde ou étaient punis devaient attendre le retour au quartier général. Au bord de la fosse, il y avait un escalier sommaire, en terre. Les Juifs se déshabillaient, tabassés par les gardes. Complètement nus, famille après famille, les pères, les mères et les enfants descendaient calmement les marches et s'allongeaient, face contre terre, sur le corps de ceux qui venaient d'être fusillés. Un policier allemand, Humpel, avançait, debout, marchait sur les morts et assassinait chaque Juif d'une balle dans la nuque. Régulièrement, il arrêtait les tirs, remontait, faisait une pause, buvait un petit verre d'alcool puis redescendait. Une autre famille juive, dénudée, descendait et s'allongeait dans la fosse. Le massacre a duré une journée entière. Humpel a tué tous les juifs du village, seul. L'un des assassins explique « Lorsqu'il y avait des parents avec des enfants, je tuais d'abord les parents, afin qu'ils n'aient pas à voir le décès de leurs enfants. Ensuite, je tuais les enfants. » Les victimes furent enterrées dans des fosses communes. Plus tard, vers la fin de la guerre, l'armée allemande obligea des Juifs à venir déterrer les corps et les brûler pour effacer toute trace des massacres. Quand la besogne était terminée, ils exécutaient les travailleurs pour supprimer les témoins. Après la guerre, la majorité des tueurs reprirent une vie normale, sans être inquiétés par la justice. Certains étaient, entre autres professions, policiers. Les bourreaux souffrent de traumatismes psychologiques, développent des dépendances à l'alcool. Les responsables recherchent une solution d'extermination plus efficace et mobilisant moins d'hommes. Comme alternative au peloton d'exécution, les Allemands utilisèrent dans un premier temps les camions à gaz, des unités mobiles ne nécessitant que 2 ou 3 hommes pour fonctionner. Ces camions de la mort, prémices des chambres à gaz des camps d'extermination, furent utilisés jusqu'à la toute fin de la guerre. La durée moyenne de mise à mort était de 15 minutes. Une longue agonie et des cris émanaient des camions durant tout le processus. Le 3 septembre, premier jour officiel de la Deuxième Guerre mondiale. En comparaison à la Grande Guerre, le jeu des alliances se répète. La Pologne a pour allié la France et l'Angleterre, qui entrent donc à leur tour dans le conflit contre l'Allemagne. L'Europe s'embrase. À la fin de l'année 1939, l'URSS, toujours de mèche avec l'Allemagne grâce au traité germano-soviétique,
envahit la Finlande après que celle-ci ait refusé de lui céder des territoires stratégiques. En 1940, l'Union soviétique annexe également les pays baltes, lui offrant un accès à l'Europe de l'Ouest. La France traîne à entrer en action. Durant des mois, elle campe sur ses positions derrière la ligne Maginot, une ligne de défense faite de bunkers parcourant toute sa frontière, vestige de la Première Guerre mondiale, et adopte les mêmes techniques qu'en 1914. Elle demeure statique, attend l'ennemi. Elle manque de mouvement à l'inverse de l'armée allemande qui applique son blitzkrieg. Les Alliés tentent une offensive à Narvik, en Norvège, pour couper l'approvisionnement en fer des Allemands. C'est la première victoire des Alliés dans le conflit, mais elle sera de courte durée car l'armée britannique doit délaisser la position pour venir en aide à la France. Le Danemark et la Norvège tombent sous la Wehrmacht. Entre l'invasion de la Pologne en 1939 et le début de l'invasion des Pays-Bas, du Luxembourg et de la Belgique en mai 1940, plusieurs mois s'écoulent sans qu'un véritable conflit n'éclate entre les Alliés et l'Allemagne. C'est ce que certains nommeront la drôle de guerre. La Hollande, le Luxembourg et la Belgique sont envahis à leur tour. Les armées françaises et britanniques viennent en soutien à l'armée belge. Cependant, ils sont rapidement mis en déroute. L'armée allemande est bien équipée, bien entraînée et dispose d'un moral d'acier, aidé par un cocktail de drogue tels que les amphétamines, qui étaient distribuées en masse aux armées. Oubliant la faim, la fatigue, désinhibée de toute peur, la Wehrmacht est redoutable. Le premier souvenir, c'est quand les Français à la guerre ont passé. Un Français a dit à maman, on va les aider, madame. Et il partait vers Liège pour aller contre la formation allemande. Et le lendemain, malheureusement, il repassait. C'était déjà la débandade. Ça, c'est le premier machin de la guerre que j'ai vu. Le jour de la déclaration de guerre, je me rappelle, on était à l'école et on n'a pas eu cours. Et les professeurs étaient les bras croisés dans la cour de récréation, ils se parlaient. Mais c'est ça le souvenir du début de la guerre. Avant ça, j'avais déjà un frère qui avait été perdu. Et on ne le retrouvait pas, bien sûr. Puis à un moment donné, on voyait les militaires français passer devant nous. Et qu'est-ce qu'on voit? Mon frère qui était installé entre trois militaires, là, parce que c'était des grands chariots, hein, de grands trous, fait que c'est assez haut. Alors on l'a récupéré là, à ce moment-là. Mais pendant la guerre, on a eu beaucoup d'instituteurs et d'institutrices parce que l'instituteur était prisonnier. Et c'était pas bon ça pour les élèves. Ça changeait trop d'instituteurs. C'était des remplacements. Le maître d'école, il était pas foutu le camp. Il avait eu peur des Allemands. Il était parti en France. Après, il est revenu. Ouais. Oui, on en parlait. On nous avait équipés d'un collier avec un écusson en cuir avec notre nom, pour moi notre adresse, bien sûr. Je ne sais pas l'anniversaire, la date de naissance, si c'était dessus, enfin je ne sais pas. Je me souviens pas. Les faits les plus marquants de mon enfance. Moi, j'ai une belle enfance. Oh, oui. Oui, des faits marquants, oui, il y en a certainement, mais oui, malgré la guerre, oui, j'ai une belle enfance. Ce qui a contribué certainement à cela, j'avais des amis à l'école, oui, entre autres un qui est décédé, Michel Delplanche, oui, avec qui on a fait pas mal de bêtises, mais enfin, et le fait aussi qu'on me laissait assez bien la bride sur le cou. Papa n'était pas spécialement sévère, maman non plus, et puis de toute façon, je n'en tenais pas tellement rigueur, quoi, puisque c'était très très cool, très très laxiste. Bon, ben on était parfois recadrés, bien sûr, mais non, ça c'est le fait le plus marquant, et ça paraît peut-être un peu paradoxal, parce que parallèlement à cela, il y avait la peur.
La peur, ah oui, la peur, oui, mais et surtout quand je voyais l'inquiétude sur les visages des adultes. Alors là, c'était vraiment la peur, et quand je voyais plus que de l'inquiétude sur le visage des adultes, alors là, c'était la panique. Avec des beaux côtés et des moins beaux. Un beau côté, par exemple, c'est que lorsque il arrivait un groupe d'Allemands, je sais pas moi, une compagnie, ou c'est peu importe, ils réquisitionnaient les écoles. Alors, c'était congé, quoi. Ça, c'était, ah oui. Et puis alors, le Mailleur et le collège, essayaient de trouver une substitution, et alors on allait à l'école. Moi, j'étais à l'école tout un temps chez Lucie Motte. Dans une maison particulière, quoi. Hein. Il y avait aussi les grands de Monsieur Janssen, ils étaient au café, sur la place de Serfontaine actuellement. C'était Clément d'Aubresse et Anna qui tenaient ça à l'époque. Il y en avait chez Vercheval, les sœurs étaient chez Vercheval. Parce que, voilà, ça, c'était chouette. Enfin, c'était chouette. D'abord, on avait congé, le temps que ça s'organise, on avait un jour ou deux de congé. Et puis alors, c'était différent, quoi, d'aller à l'école, dans une maison qui n'était pas l'école. Mais dès que les avions passaient, c'était autre chose, quoi. C'était la peur. Ouais, c'était mitigé, mais sinon, il y avait des beaux moments agréables de la guerre. Et alors, comme je disais tout à l'heure, la bride sur le cou, question sécurité, c'était bien plus sûr à l'époque pour nous, enfants. Moi, je traînais tous les jours. Après 4 heures, on rentrait à la maison. Si on n'avait pas trop faim, on lançait la carnassière, qu'on disait, dans le corridor, et puis on refilait jouer. Et puis on rentrait, on faisait un petit devoir, je ne me souviens même plus. Il n'y avait pas d'insécurité, en tout cas certainement pas à cause des Allemands. Ah non, d'ailleurs, papa ne nous aurait pas laissé traîner comme ça, non, et que des garçons, hein. Les garçons traînaient, on jouait sur la rue, partout. Et je pense que les adultes avaient d'autres préoccupations que de surveiller trop, oui. On allait à l'école à un moment donné, un jour sur deux. En hiver, surtout à cause du chauffage. Il n'y avait pas de chauffage pour les 2 écoles. Ça fait qu'un jour, c'était les filles et le lendemain, c'était les garçons. Moi, j'ai pas retenu tellement. Hein. J'étais petite, j'ai pas retenu. Je sais que le premier bombardement, juste un peu en face de la gare, un peu à droite, il y avait une grosse maison. Le monsieur traversait sa cour et il était déchiqueté en 1000 morceaux par une bombe perdue. J'ai perdu un camarade à l'école, que son père était prisonnier. Il allait un petit peu dans les bois, en France. Il a été tué soit par les Allemands, mais on n'a jamais su. Il avait 14 ans. Ça reste quand même. J'ai fait le discours là, à l'enterrement, quoi. Le premier souvenir que j'ai, disons, de la guerre, c'est j'ai 4 ans. Je vais avec des voisines de la baie de Serfontaine à l'époque, des voisines qui ont une vingtaine d'années, et nous allons en guise de promenade le dimanche après-midi, comme ça se faisait à l'époque. Ici, nous sommes en 40. Et nous allons voir des soldats, des soldats de Serfontaine qui sont là au château d'eau, sur la route de Soumois. J'ai appris bien après la guerre, qu'ils étaient là, soi-disant, pour surveiller les avions s'ils passaient. Voilà, c'était un but de promenade. Voilà, mes grandes copines les connaissaient, bien sûr, moi pas. Voilà, ça c'est le premier souvenir. Le deuxième, il est tout de suite après, c'est-à-dire que ce sont les Français qui viennent donner un coup de main à l'armée belge qui a pas mal de difficultés. Ils descendent, pour ceux qui connaissent la Serfontaine, ancienne formule, ils descendent le delà de l'eau, et alors, au moment où ils tournent pour emprunter le pont de la gare,
on voit le derrière du camion et les bâches sont relevées et il y a des soldats français. Et juste devant la maison, il y avait Robert Brognier qui il travaillait à la compagnie alimentaire et qui lançait des paquets de cigarettes à chaque camion qui passait et on criait vive la France, vive la France. Et bon, moi j'avais 4 ans, vive la France, etc. Voilà, c'est tout, point. Et puis, ce sont des flashs et rien d'autre, sans continuité. Quelques jours plus tard, je ne sais pas vous dire combien, 2-3 jours plus tard, une cousine de Verviers descend, arrive à Serfontaine, amenée par son mari qui est rappelé sur le canal Albert, avec ses 2 filles, Albert et Lisette. Voilà, et lui, il refile directement, il les dépose à la maison Serfontaine pour vivre avec nous. Et le lendemain, nous allons, avec notre cousine Marie, Albert, Lisette et ma sœur, nous allons au ravitaillement faire des courses. Et alors, arrivé sur la place de l'église, les avions allemands bombardent, mitraillent, etc. C'est pas ça. Une peur, d'ailleurs le mot peur, ça va revenir souvent, parce que pour moi c'est vraiment le fil conducteur de la guerre, la peur. Et nous nous retrouvons dans la cave de chez Paulin Delcourt, pour ceux qui connaissent à l'époque, voilà. Et alors c'est la frayeur, là, pour moi c'est la frayeur, le bruit de ces avions, et puis les bombes, et puis alors tous les verres du café et des vitres qui dégringolent, on est dans la cave. Et puis ça a été très court. Et puis alors on remonte, on se donne la main tous ensemble, donc mes 2 cousines, ma sœur et alors ma grande cousine, et on remonte. Mon Dieu, les autres, papa, mes frères, maman. Et alors, et en arrivant sur le pont de la gare, là c'est précis comme tout. C'est l'apocalypse. Le toit de la gare est volé en éclats, les fenêtres, etc. Il n'y a plus de vitres, tout le sol est jonché de toutes sortes de débris, de toutes sortes. Il y avait tous les câbles du téléphone, puisqu'il y avait un bureau du téléphone là-bas à la gare, et nous habitons juste en face, à 30 mètres, quoi. Et alors tout est par terre, on marche sur des fils de gravats, etc. Et puis le toit de notre maison, il est éventré, il y a, et puis maman, et puis alors c'est tout à fait, il y a eu un apaisement, mais vraiment marqué. On retrouve papa et mon frère était descendu, avait aussi regagné une cave en attendant que ça passe. Mais à ce moment-là, c'est vraiment l'apaisement parce que papa est là, maman est là, ma sœur est là, mon autre frère est là, les cousines. Et alors, c'est la première fois, et ça m'interpelle parce que j'ai 4 ans à l'époque, c'est cette hiérarchie-là, où chacun a sa place, où chacun, la notion de famille, elle est très forte à ce moment-là. Et quand j'y repense maintenant, à 4 ans, il y a quand même quelque chose que je ne m'explique pas. Voilà, ça c'est très précis. Alors, on n'a pas pu loger, on n'a pas pu dormir, etc. Et alors, c'était un samedi, ça. Et le dimanche, c'est Roger Moreau et son fils qui ont déménagé ce qu'on pouvait, de la vaisselle, du linge, etc. Et on a déposé ça chez un cordonnier philippin, et alors chez Yvonne Bout, à la rue de Soumois. Et c'est là, moi, que j'ai dormi la première nuit, puisque notre maison était vraiment inhabitable. Les fenêtres étaient arrachées, il pendait des rideaux là qui volaient un peu au vent. Mais ce sentiment de la famille, on est là, chacun avec sa place, tout le monde, la hiérarchie. Voilà. Ça, c'est un souvenir très précis et que j'aime m'en souvenir. Mais en tout cas, quand on voit des photos quand même de cette époque-là, c'était vraiment la cata. Hein. Et les bombes sont tombées, je l'ai pas dit, mais les bombes sont tombées. Je sais pas si vous voyez à Serfontaine, la gare, il y avait une petite place parce qu'il y avait la route du Dladlo qui arrivait, la route qui allait à la scierie Badeau, la route qui allait à la saboterie François, la route qui allait à la gare de marchandises et la route qui continuait vers le village. Donc il y a 4-5 routes qui arrivent, donc il y a comme une esplanade. Et les bombes sont tombées là, sur l'esplanade, entre la gare, notre maison et la maison François. C'est ça que
D'ailleurs, si vous allez à Serfontaine, pas à la façade parce qu'ils ont réparé, mais il y a encore des traces dans la façade, des morceaux de pierre qui ont éclaté et qu'on n'a jamais... Enfin, voilà. J'y retourne d'ailleurs volontiers parce que... Ouais. On n'a rien à dire, nous autres. On n'a pas évacué. Ah non, il y a beaucoup de gens de Bourlay, comme beaucoup, ils l'ont parti en France. Nous autres, on n'a pas dit on va rester. Mais quand les Allemands sont arrivés, si c'est dangereux, si les Franzos répondent, mais il n'y avait rien du tout. C'était la débandade, hein, les Allemands, les Anglais, les Français. Non, on n'a rien à dire. Non. Mon frère était tout petit, il était dans le berceau. Il jouait de la musique à bouche, les Allemands. Il y avait des bons là-dedans. Hein. Mais c'est-à-dire que le plus mal, c'est que mon papa n'était pas là. Il est revenu une fois en permission, parce qu'il avait été rappelé avant la guerre. Hein. Et je me souviens, il m'a rapporté un petit seau avec des caramels Côte d'Or. Ça, c'est marquant. Ouais. Moi, j'étais indifférent à leur présence. C'était plutôt moi qui... Par contre, le jour, je me souviens encore, oui, en effet, un jour, c'était peut-être en deuxième année, sa primaire, ou en première, ou en deuxième, je sais plus, enfin bref. On quitte l'école, c'était un peu plus bas que le cimetière à l'époque. Et alors, on sort à 11h30, et puis alors, qu'est-ce qu'on voit depuis le haut du cimetière, mais alors devant l'école, et retourner à la maison pour le dîner, que des Allemands. Oh, c'était beau, tous habillés de la même façon, ça devait être en première année, avec leur cantine tirée des chevaux, etc., bien alignée. Voilà. Tant pis, c'est comme ça. Du fait que le premier bataillon des chasseurs ardennais s'est défendu assez bien, ce qui a permis le réembarquement d'ailleurs. Les chasseurs ardennais, unité de l'armée belge, a pour mission de retarder l'avancée allemande pour permettre le repli des troupes alliées. Leur bravoure sera saluée par Erwin Rommel en personne. L'armée britannique abandonne son soutien à l'armée belge sans les prévenir. Il décide d'évacuer les troupes en urgence via Dunkerque. L'armée belge, désormais seule, capitule. Le responsable britannique des opérations dira « Les Belges vont-ils nous prendre pour des salauds ?» Durant ce qu'on nommera l'opération Dynamo, des centaines de bateaux civils et militaires venus d'Angleterre récupérèrent en catastrophe une armée anglaise encerclée et prise au piège dans la ville de Dunkerque. Une humiliation subie par les Anglais. La bataille fera rage dans Dunkerque où les soldats anglais et français tiennent la position de défense pendant que leurs camarades évacuent. 338 226 hommes seront évacués, évitant par la même occasion de déforcer les effectifs de l'Angleterre qui n'auraient pas pu résister à une possible invasion allemande. À partir de ce moment, et jusqu'à la libération, la Belgique vivra sous l'occupation allemande. Une partie de la population, qu'elle soit belge, néerlandaise ou luxembourgeoise, part en exode vers la France pour échapper à l'ennemi. Entre 8 à 10 millions de personnes sont sur les routes. C'est le plus grand mouvement de population du XXe siècle. On ne parlait que de ça. On ne parlait que de la guerre. Et certains avaient des opinions plus tranchées que d'autres. Mais la guerre avait une importance, et puis la guerre, ce n'était pas rien que les combats. La guerre, comme je vous l'ai dit, c'était les privations. C'est ça, on ressentait ça dans sa chair. Moi, en fait, je viens avec ma mère, parce que mon père, je ne l'ai connu qu'à presque à 8 ans. Mon père a d'abord été mobilisé, entre parenthèses, il était gendarme supplétif, dans la région d'Al-sur-Semois. Et quand il revenait en permission, il revenait en vélo à Couvin d'Al-sur-Semois, rendez-vous compte. Et alors donc, je n'ai pas connu mon père avant la guerre. Après, il a été prisonnier de guerre
à un petit village à la frontière polonaise, Roseau-sur-Oder. Et donc, je n'ai connu mon père qu'à la Libération. Il y a eu des atrocités, mais pas dans la région de Couvain en tout cas. Et cependant, on avait très peur avant qu'il n'arrive, parce qu'à la guerre de 14, il y avait eu des atrocités, notamment en Frasnes-les-Couvains. Et alors, les gens avaient très peur parce qu'il y avait des bruits insensés qui couraient sur l'armée allemande. Et c'est pour ça que la plupart des Couvinois étaient déjà partis. Avant l'arrivée des Allemands, c'était la peur qui dominait. En 14, c'était la saga dans tout Frasnes, hein. Tout était bombardé, mitraillé, et c'est ça que les parents ont voulu tous évacuer en 40. Quoi. Avant l'arrivée des Allemands, nous étions déjà partis. C'est-à-dire au départ, mes grands-parents maternels avaient choisi de ne pas partir et d'attendre les Allemands de pied ferme. Il faut dire qu'ils habitaient une maison isolée un peu avant la forge de Pernelle à Couvain, le long du ruisseau de Pernelle. Et l'endroit était tellement isolé que ils avaient décidé d'attendre l'arrivée des Allemands, voir comment ça allait se passer, vu leur isolement. Mais entre-temps, certains enfants ont pris peur, et alors il y a eu une espèce de panique dans la famille, et alors ma grand-mère a dit, bon, on va aller se faire tuer sur les routes, mais puisqu'il y en a qui veulent partir, ben on partira tous. Alors on s'est engagé sur la route, parce que nous avions de la famille dans les Ardennes françaises. On croyait rejoindre la famille dans les Ardennes, mais en cours de route, l'armée nous a dirigés, et puis de fil en aiguille, nous sommes arrivés dans un endroit qui s'appelait, dans l'Allier, qui s'appelait Billy-sur-Allier. Et nous avons été réfugiés là-bas jusqu'à l'arrivée des Allemands dans le village. Et là, à partir de ce moment-là, nous avons été réexpédiés dans nos foyers. Mais la peur parce que, donc, on avait peur que les Allemands arrivent et nous fassent du mal. Alors on est parti dans le bois en face de la Bierlée, se cacher 2 ou 3 jours. On a dormi là. Et un jour, on n'avait plus de tartines. Il y a 2 hommes qui sont revenus. Ils sont recherchés du pain. Et ils ont dit, les Allemands sont là, on retourne. Ils ne font rien, ils ont occupé la maison. Et je me souviens que ma grand-mère avait dit à mon grand-père, ne ferme pas la porte à clé, ils vont casser la serrure. Par contre, les voisins, on n'a pas été, la porte était fermée à clé, mais nous, il y avait des Allemands jusqu'au grenier, qui dormaient et tout ça. Et quand on est rentré, notre chef, les Allemands, il y a un Allemand qui a montré qu'il fallait traire la chef tellement qu'elle avait un gros pied. Ça marque. Ça, j'y suis encore. Qui ont demandé à ma maman, est-ce que vous avez des fusils? Alors, ma maman a montré un fusil. Il est allé à l'étau, il a plié le canon dans l'étau pour ne plus qu'on s'en serve. Alors, il y avait un banc, que mon papa avait un cadenas. Alors, ils ont forcé la porte pour voir s'il n'y en avait pas des autres. Parce qu'ils se sont dit, s'il y a un cadenas, il y a quelque chose de caché. Et alors, mais il n'y avait rien. Quand on est rentré, d'avoir été dans le bois se cacher, la maison occupée, un Allemand a dit, demain vous aurez votre maison. Et on savait où ce que la voisine, René Massinon, mettait la clé. On a été chercher la clé, on a ouvert la porte, et on a dormi là pendant 1 ou 2 jours, je ne saurais plus dire. Et puis les Allemands sont partis, on a récupéré. Quand on est rentré, on a vu toutes les marques de souliers sur un nouvel escalier en vernis, toutes les marques de clous. Quand ils ont passé, il y avait même un Allemand qui avait une belle poupée à son pare-choc. Et ma petite sœur, plus jeune que moi, elle regardait. Et l'Allemand a descendu de son camion, il a été retirer le fil et lui a donné la poupée. Ça me marque aussi. Ouais.
Ça, c'était en 40, hein? Ouais. Quand les Allemands sont arrivés dans la région, oui, on est allé se cacher à la carrière du Nord. Il y avait des... Comment est-ce que je veux dire? Il y avait deux voies où les wagons de pierre montaient de Decauville et redescendaient de l'autre côté, à Witte. Et on était cachés dans ces choses-là. Et un beau jour, les Allemands sont passés en sidecar, ils sont venus tourner dans la carrière du Nord. Ils ne nous ont pas vus parce qu'on s'est cachés, on a entendu le bruit de la moto. Ça s'est passé comme ça, quoi. Et le plus précis, c'est quand on a évacué en 40. Un bombardement a eu lieu. Des bombes sont tombées dans le verger, à 150 mètres de la maison. Presque toutes les vitres de la rue Jean Barré étaient brisées. De ce fait, au moment où nous sommes allés, soi-disant, se protéger dans les caves d'une ancienne brasserie. Nous étions plus ou moins une trentaine de personnes. Après 2 jours, maman ayant déjà connu la guerre 14-18, décide d'évacuer. L'exode, quoi. Mon grand-père François Collignon, 84 ans, était embarqué sur une charrette et emmené par des oncles et tantes. Je ne sais combien de jours on a marché et dormi à la Belle Étoile. Mais on est allé à pied jusque... Je ne sais plus où maintenant. Enfin, on a fait plusieurs kilomètres à pied. Et puis alors, à Erqueline, on a pris le train pour aller en exode. Nous sommes allés dans le Midi, à Grabels, près de Montpellier, 7 kilomètres de Montpellier. Je sais que le premier train qui est parti avec nous, pour partir, a été bombardé, mitraillé. Nous, on n'a rien eu, et le train qui a suivi a été mitraillé. Donc, on a encore eu de la chance, si je peux dire. Mais l'arrivée dans le Midi, d'abord à Montpellier, on a été accueillis par les scouts. Moi qui adorais le lait, j'ai eu une tasse de lait, ça je sais. Et alors, oui, je me rends compte de mon... Je me souviens très bien de l'arrivée à Montpellier et puis à Grabels. De mon enfance, le départ en exode, l'arrivée là-bas. Mes parents tellement perdus, maman tellement perdue, n'avaient rien pris, pas d'habits pour moi. J'avais que ce que j'avais sur le dos. Mais les gens là-bas ont été très gentils. Ils ont donné des tissus et on m'a fait des robes, 3 robes, je sais bien. Bon, on a été dans une vieille maison des demoiselles Soulas. Et cette maison, il y avait des puces et des moustiques. Naturellement, comme j'étais petite, c'est moi qui attrapais tout. Oh là 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 là. Mais autrement, on a été jouer dans les garrigues, on s'est bien amusé. Moi, je ne pensais pas à la guerre à ce moment-là. Je sais que dans la maison, c'était gris, c'était sale. Il y avait donc les puces dans les matelas. Oh, Seigneur, j'ai eu les jambes arrangées, j'avais encore toujours les jambes emmaillotées quand je suis rentrée en Belgique. Et c'était des vieilles maisons, là-bas dans le Midi, une vieille maison. Et je me rappelle, il y a une petite fille qui venait jouer avec moi. Et dans la cour, il y avait une grande planche comme ça, en fer. Parce que les toilettes, ça n'existait pas, hein, c'était très primaire. Hein. Alors, je ne sais pas comment, la petite fille passe sur la plaque, là, elle se trouve dans tous les déchets des WC, hein. Alors, maman a dû laver, elle n'avait pas de savon. Elle a dû la laver les choses. Elle a dit, je ne veux plus personne ici. Oh, qu'elle a fait ça. C'était vraiment primitif, on était dans une maison, mais les gens à côté étaient très très bien. Je sais que ma sœur aînée, elle est allée là-bas pour loger. Elle a eu la chance d'aller chez des gens qui avaient beaucoup d'argent et qui étaient bien. Nous, c'était une maison abandonnée depuis longtemps. Mais à l'école, je vais à l'école d'abord en France et
Moi, ce que je savais, moi je ne sais pas, je dessinais, et sans le savoir, moi je voulais faire une croix scout. J'ai fait la croix gammée. Oh là 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 là. On a appelé mes parents et tout ça pensant. Mais moi, c'est que j'avais vu là, ça, quelque part, hein. Parce que oh, mes parents étaient gênés. Pff. Mais moi, qu'est-ce que je savais? Je croyais que je faisais la croix scout, moi. Oh là là. On est parti de Serfontaine. Bon, papa n'a pas été rappelé. Il était trop vieux à l'époque. Et on est parti avec toutes les femmes de gendarmes. On était amis avec le commandant de gendarmerie, M. Dussard, à l'époque. Et lui était rappelé avec ses gendarmes, restés assis à Alost, à vélo. Bon, s'est arrangé avec papa, ben écoutez, les femmes, Madame Joaris et les enfants, Madame Février les enfants, Madame, qu'est-ce qu'il y avait encore, Madame Gillin, oui, les enfants, et on est parti en train de voyageurs jusque Mariembourg. À Mariembourg, on arrête le train parce que le Stuka suivait et on descend dans un abri. Nous sommes en 40 là-bas, hein, dans un abri qui se trouve, dans mes souvenirs, sur le quai. C'est peut-être pas tout à fait vrai, ça, mais il y a un abri, ça c'est sûr, et ça veut dire qu'on on se prépare à l'invasion déjà. Et dans l'abri, moi je suis sur les bras de quelqu'un. Ce qui me gêne, il fait noir dans l'abri, on est tous en caquet là-bas dans un petit abri. Je suis sur les bras de quelqu'un, et ce qui me gêne, c'est que ma tête frotte au plafond, il y a je sais pas moi, voilà, je suis mal. Et quand on sort de l'abri, ça ne durait jamais longtemps, hein, les incursions de Stuka. Et sur le quai, il y a une vache, sur le dos, avec un ventre énorme, les pattes en... Eh bien, quand je suis venu à Matane, moi, 20 ans plus tard, quand je passais là-bas, à vélo, le long du quai, je revoyais la vache. Enfin bon. On est monté dans un wagon à bestiaux. Il y avait de la paille. J'ai la liste là-bas avec tous les... Parce que papa était chef de wagon à bestiaux. Bon. Et nous sommes allés ça a pris plusieurs jours, jusque Béziers. Et à Béziers, là, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais on s'est retrouvé à Villeneuve-les-Béziers, dans une masure qui servait aux gens qui venaient pour les vendanges, là, les saisonniers, etc. Au milieu des vignes, il n'y avait que des vignes. Pas d'eau, pas d'électricité, etc. Pas de toilettes, etc. Alors là, ça a été la drôle de vie. Enfin bon. J'ai même appris après que j'ai dormi tout le temps dans les bras de maman. J'ai 4 ans, parce que il y avait eu des réfugiés qui étaient comme nous, mais plus mal logés que nous, et il y avait un bébé qui avait été mangé par les rats. Voilà. Ça a été une époque. On a vécu là 4 mois. Papa n'a pas su trouver de chemin, le moyen de revenir plus tôt, quoi. Donc, comme je vous l'ai dit, les souvenirs de l'évacuation, ce sont des souvenirs qui sont simplement des images. Comme je vous l'ai dit, nous croyions nous rendre dans les Ardennes françaises pour retrouver de la famille, mais une fois sur la route, l'armée nous a canalisés et on s'est retrouvés sur la route de Cudessart. Et peu de temps avant d'arriver au village de Cudessart, il y a un endroit qu'on appelle Malgré tout. Je ne saurais plus dire exactement où ça se passe. Il y avait des murets en pierre le long de la route et il y avait un avion qui mitraillait les gens sur la route. Et c'était le soir. Et je dois dire que pour un enfant de mon âge, c'était merveilleux parce que c'était presque féerique. Parce qu'il y avait une balle traçante tous les 10 balles. Et donc on voyait des lumières venir vers nous. Et alors, avec la famille, nous avons plongé derrière les murets. Et ce sont ces murets-là, en pierre, qui nous ont sauvé la vie. Donc ça, c'est un flash de l'existence. Alors après, nous sommes arrivés dans le Bourbonnais, en Auvergne, un village qui s'appelait Billy-sur-Allier.
après bien des péripéties, nous sommes arrivés là-bas où mon grand-père a dès l'arrivée, il a déjà trouvé un emploi chez un fermier et il s'est mis à travailler directement pour ces gens-là. Nous avons été relativement bien accueillis, quoique il n'appréciait pas trop que le roi Léopold III ait capitulé sans prévenir ses alliés. Et alors, au début, avant qu'ils nous connaissent vraiment bien, ils nous appelaient les Boches du Nord. Mais peu de temps après, on était vraiment bien adaptés. Et je n'ai pratiquement pas de souvenir de cet endroit-là, sauf que nous étions logés dans une gentilhommière qui appartenait à, comme les gens du coin le disaient, à la baronne de Cluzan ou Cluzon, je ne sais pas. Et c'était une gentilhommière du 19e siècle, et je ne me souviens pas du tout du bâtiment. J'ai eu l'occasion d'y retourner par la suite. Je croyais qu'une fois sur place, je me remémorerais certaines choses, mais la seule chose dont je me souvenais, il y avait une pièce d'eau dans le fond du jardin, qui était immense, et il y avait des tortues. Alors je vois des tortues de 80 cm de diamètre, alors que ma mère m'a toujours dit, ben non, la plus grosse faisait 20 cm de diamètre, mais les tortues ont grandi avec mon souvenir. Voilà, une chose un peu cocasse. Les Allemands sont là. Et je me vois encore avec mon frère, qui était 2 ans plus jeune que moi, Jean Robert et sa sœur, qui sont leur sœur 1 an plus vieille que moi, en dessous des escaliers de la brasserie. Nous avions trouvé une boule en fer, comme une boîte de conserve, un manche et une belle chaîne. Et on était tous les 4, 2 qui tenaient la boîte et 2 qui voulaient tirer sur la chaîne. Il y a quelqu'un qui est passé qui nous a arraché ça de main, c'était une grenade allemande. Et il l'a jeté dans la rivière. C'est le seul fait marquant d'étant jeune que j'ai. Puis bon, la psychose, c'est que surtout ma mère nous donnait du fait qu'elle avait connu la guerre à Charleroi, qu'elle avait connu que Gabriel Petit avait été tué d'une balle par un Allemand du fait d'avoir donné un bout de pain à un prisonnier. Et on a vécu avec ça, la psychose. On a senti cette peur-là du fait qu'on a eu beaucoup de réfugiés. Hein. Ce dimanche-là, je parle d'un dimanche, hein, je crois que, si mes souvenirs sont bons, c'était le jour de la Pentecôte, je crois. Parce que j'ai toujours entendu dire que ce jour-là, une communiante aurait été tuée sur le parvis de l'église à Célarieux. Or, le parvis de l'église à Célarieux est juste dans l'alignement de la nationale. Et chez nous, on a eu des gens qui venaient du côté de Libaye, comme ça. Comme je l'ai dit tantôt, un jour, je sais très bien qu'on est allé dormir dans la cave chez Delimois, que là, à un moment donné, j'ai entendu les grandes personnes, « Oh, les gaz, je les vois encore boucher les soupiraux. » Mais dans le fond, c'était du brouillard artificiel, si tu veux. Puis le lendemain, on est parti jusqu'à l'entrée du bois d'Oussois, où là, on a été mitraillés, ben oui, les Français passaient sur la route de Sourmois. Et puis le surlendemain, je crois, on est parti jusqu'au Reil de Célarieux. À 8 ans, j'avais les dates. De bien que quand on était au bois, on avait un jeune de chien. À un moment donné, il partit plus de chien. Quand on est rentré, il était à la maison, caché sous le garde-robe, totalement. Oui, parce qu'il faut dire que le Stuka, ils avaient comme une sirène, et chaque fois qu'ils piquaient, c'était quelque chose d'effroyable. Hein.